Je ne traite personne de fou, je ne traite personne... Vous savez, c'est moi qu'on traite de fou, c'est moi qu'on insulte, c'est moi qu'on traite de fasciste, c'est moi qu'on... moi, je ne traite jamais personne comme ça. Moi, je dis simplement, mais il y a un enjeu majeur. Il y a un enjeu pour la survie du pays. Alors après, évidemment, je pense que ceux qui ne voient pas, ne veulent pas le voir et ne sont pas d'accord avec moi pour appliquer les méthodes que je propose sont soit des faibles, soit des criminels, puisqu'ils vont finalement tuer ce pays tel qu'il était depuis 1500 ans. Bon. Mais le mot à ce moment-là, vous qui aimez employer le mot juste, n'est pas banal. Des criminels, c'est donc qu'il y aurait une responsabilité. Ah, mais bien sûr. Alors, vos adversaires politiques, un jour, devant le tribunal de l'histoire, appelons ça comme ça, pourraient être traînés. Ah, je pense qu'ils prennent une très lourde responsabilité. Et vous savez, l'histoire est souvent écrite par les vainqueurs. Donc, toujours, en fait. On verra qui finalement vaincra. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Contact. Avec nous aujourd'hui, un invité qui se passe de présentation. Mais parce que je suis bavard, je vais quand même vous en proposer une courte. Alors, il est né en France, un pays qu'il aime beaucoup, je pense qu'on peut le dire sans surprise, en Seine-Saint-Denis. C'était en 1958. Il a été tour à tour journaliste, essayiste, éditorialiste, auteur à succès, il faut aussi le souligner. La France n'a pas dit son dernier mot, s'est vendu à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires et a aussi transformé le livre en une informelle rampe de lancement pour son aventure présidentielle. Éric Zemmour, parce que c'est bien de lui qu'il s'agit, a choisi de laisser son perchoir d'observateur politique pour entrer dans la cage avec les grands fauves et devenir à son tour l'objet de toutes les curiosités, scruté, observé. Il raconte les 400 jours de ce périple, peu ordinaire, on peut le dire comme ça, dans son dernier livre, son dernier bébé, « Je n'ai pas dit mon dernier mot ». Éric Zemmour, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous à Contact. C'est Merci un plaisir. à vous de m'avoir invité. Alors, vous n'avez pas dit votre dernier mot. Je l'ai compris, puisque vous êtes toujours en retrait de ce qui a été votre métier pendant très longtemps. L'ambition politique, donc, ce n'est pas tout à fait guéri. En vérité, je vais vous dire, c'est une question qu'on me pose souvent, évidemment. J'aurais voulu que le scoop nous soit donné ici et que vous disiez oui pour 2027 et oui pour les européennes. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous étonner. En fait, j'ai compris, vous avez bien vu que dans ce livre, j'analyse un peu ce qui s'est passé, ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait, ce qu'on m'a fait. Et ce que vous auriez dû faire. Oui, peut-être aussi. Et surtout, je tire des leçons. Je tire des leçons pour moi et je tire des leçons politiques. Les leçons politiques sont évidemment les plus intéressantes, mais les leçons personnelles ne sont pas négligeables parce que ça permet d'éclairer, je pense, ce qu'est une présidentielle pour chacun des candidats. Et, est-ce que je peux me permettre de vous arrêter là-dessus parce que vous le faites indirectement, vous soulevez la question. En présidentielle, il y a le fond, il y a la forme, il y a le discours politique, les idées et l'homme ou la femme qui les défend. Bien sûr. Et les deux sont indissociables. On devient objectivement un objet de curiosité et tout dans sa vie. Bien sûr. Et d'intérêt. Je suis tout à fait d'accord, mais vous savez, c'est une vieille histoire. Victor Hugo disait déjà que la forme, c'était le fond qui remontait à la surface. Donc ce n'est pas neuf, ça. Simplement, vous avez raison, ça prend une acuité terrible et parfois cruelle lors de la présidentielle. Bon, mais revenons à ce que je disais. Il m'a semblé, pendant cette présidentielle, qu'en vérité, contrairement à ce que tout le monde disait, et ce que je croyais moi-même d'ailleurs, je n'avais pas tellement changé de registre. Je veux dire par là que, comme journaliste, comme essayiste, écrivain, et comme candidat à la présidentielle, finalement, je faisais la même chose. C'est-à-dire défendre mes idées et surtout, au-delà de défendre ses idées, car après tout, ça c'est assez banal et ça a toujours existé. Encore faut-il avoir des idées, Éric Zemmour. Absolument. Mettre toutes mes forces dans une bataille terrible pour la survie de la France, dans le cadre d'un affrontement de civilisation
sur notre sol. Ce n'est pas peu de choses. Je veux dire par là que même les hommes politiques du passé, même les grands hommes du passé, ont lutté pour l'indépendance de la France, pour la liberté de la France, pour la puissance de la France quand elle dominait l'Europe, mais ils n'ont rarement lutté pour la survie de la France. Mmh. Et là, je pense que moi, quelle que soit la profession affichée, quelle que soit la carte, si j'ose dire, que je présente, je lutte depuis 20 ans, depuis 30 ans, pour la survie de la France. Et là, si vous voulez, pourquoi je me jette dans la présidentielle ? Parce que je me dis que pendant longtemps, j'ai cru qu'un politique classique allait s'emparer de ce combat. J'y ai cru parce que certains ont repris les mots, ont repris les idées, mais personne... Jamais livré. Exactement. Et donc, je me suis dit, il n'y a plus que toi, il faut que tu y ailles. Vous voyez, c'est en dernier ressort. Alors, si je peux me permettre un pas de côté, vous parlez de ce combat civilisationnel et de ce que la survie, à vos yeux, de la France est en jeu. Et je pense que d'autres le pensent aussi. Enfin, si ce n'est pas sa survie maintenant, c'est certainement sur un horizon médian les chances que cette France, à laquelle vous référez souvent, change beaucoup. En tout cas, soit complètement autre. Alors, le pas de côté que je vous propose, c'est est-ce que c'est un enjeu qui est, selon vous, occidental ou particulièrement français? Et comment se fait-il que ça soit effectivement plus senti ici? Les Italiens le vivent à leur façon, les Espagnols aussi. Je pourrais vous dire qu'au Québec, bien sûr, nous avons ces enjeux, mais il semble que vous soyez à la pointe. Mais pourquoi? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour une raison très simple, c'est qu'on est en avance sur vous tous. Vous avez raison quand vous dites c'est un sujet occidental, sauf que les États-Unis me paraissent dans une thématique un petit peu différente, c'est-à-dire que les rapports de force démographiques chez eux sont plutôt entre protestants et catholiques, entre Américains du Nord et Américains du Sud et Mexicains, etc. Là, les enjeux sont importants, j'ai lu Huntington, mais en même temps, ils sont moindres que chez nous, où c'est une autre civilisation. Eux, ça reste dans le cadre de la civilisation quand même chrétienne, judéo-chrétienne et gréco-romaine. Bon. Mais en revanche, pour tous les pays qui ont accueilli en masse une population arabo-musulmane et africaine, c'est-à-dire qui n'a rien à voir avec la civilisation européenne, qui n'a rien à voir avec la civilisation gréco-romaine et judéo-chrétienne, là, c'est une question de survie. Vous me posez la question et vous me dites, les autres aussi, pourquoi la France est en pointe? Je vais vous répondre très simplement. Nous sommes le pays où il y a la plus forte communauté musulmane d'Europe. Nous sommes le pays où il y a... Mais vous n'aviez pas vocation à être en Europe ceux qui seraient les plus perméables peut-être à cette immigration. Qu'est-ce qui fait donc qu'aujourd'hui... on a vocation. Et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, sur un plan philosophique. La France est le pays de l'universalisme. La France est le pays même, je dirais, de l'abstraction, c'est-à-dire de Descartes. Vous voyez, un homme, pour un Français, et c'est la grandeur de la France au départ, n'est qu'un homme. Mais c'est la base de l'universalisme auquel on se réfère. Exactement. Vous connaissez la fameuse phrase de Joseph de Maistre qui répondait aux partisans des droits de l'homme. J'ai connu des Français, j'ai connu des Italiens, j'ai connu des Anglais, j'ai connu des Russes. Je sais même, grâce à Montesquieu, qu'il y a des Persans, mais d'hommes, je ne l'ai jamais rencontré. C'est la grande querelle depuis 2 siècles, magnifique querelle, très intéressante d'ailleurs. Parce que qu'est-ce que ça nous dit? Moi, spontanément, je dis, mais oui, il y a un homme, bien sûr. Nous sommes tous des enfants d'Adam. Le christianisme nous l'a appris. La Déclaration des droits de l'homme nous a rajouté. Le problème, c'est que la France va tellement loin là-dedans qu'elle ne connaît plus et elle ne comprend plus qu'il y a aussi des enracinements, des cultures, des mœurs qui distinguent, qui différencient et qui opposent. Deuxièmement, sur le plan tout simplement pratique, la France a 2 éléments, 3 peut-être, qui en font la porte d'entrée privilégiée, non pas la porte d'entrée d'ailleurs, la porte d'arrivée privilégiée de toute l'immigration africaine et musulmane. La première, c'est qu'elle a le droit du sol. C'est-à-dire que tous les enfants qui naissent en France sont français et ce qui fait que... Le deviendront.
le deviendront, absolument, vous avez raison, mais finalement, ça se fait d'office. Ce qui fait que toutes les femmes veulent venir accoucher en France. En Italie, par exemple, il n'y a pas de droit du sol. Première différence. Et je peux vous dire que ça compte. Deuxième différence, la France a le système social le plus généreux. On est au-delà de la générosité, je dirais le plus dispendieux, le plus fou, et qui ne distingue pas entre les Français et les étrangers. Il n'y a absolument aucun scandale à différencier entre les Français et les étrangers à partir du moment où on verse des allocations qui n'ont aucun rapport avec le travail accompli. Ouais. Mais nous ne faisons aucune distinction. Donc évidemment, tout le monde veut venir ici. Tout le monde veut venir se faire soigner ici, c'est gratuit. Tout le monde veut venir se faire faire des greffes, des opérations importantes, etc. Passons. Et je dirais, troisièmement, nous sommes le pays le plus laxiste. Nous ne renvoyons quasiment personne. Les irréguliers sont chez eux sûrs de rester chez nous. Ils sont, je crois, il y a 10% d'expulsés. Je pense que... Même quand on est visé par une OQTF. Et évidemment, vous avez vu toutes ces histoires qui ont défrayé la chronique. Donc, tout ça pour vous dire Manque de volonté politique. Sans doute, mais pas seulement. Parce qu'à partir du moment où tout le monde est d'accord qu'une personne doit être renvoyée chez elle parce qu'elle ne répond pas au contrat moral, et donc à gauche et à droite on dit parfait, on s'entend, cette personne doit partir. J'allais vous dire, nous allons parler 1 minute de l'immigration illégale, mais je tiens à vous dire d'avance que pour moi, ce qui est le plus important, c'est l'immigration légale. Mais je réponds à votre question. Nous avons un système judiciaire qui est une machine à empêcher les expulsions. Vous savez, j'ai écrit il y a 25 ans maintenant un livre qui s'appelait « Le coup d'état des juges » dans lequel j'expliquais déjà que tous les juges qui étaient au syndicat de la magistrature trouvaient, et il y en avait quand même pas mal, ça faisait un bon tiers, plus ceux qui étaient sympathisants, trouvaient tous les moyens de procédure pour ne pas renvoyer et expulser les étrangers illégaux. Ça continue évidemment sur Mais pourquoi en fait? Pourquoi? Pour des raisons idéologiques. Nous revenons au point de départ. Donc la magistrature serait essentiellement favorable à cette... Je n'ai pas dit essentiellement. Enfin, ça dépend ce que vous appelez essentiellement. Il y a beaucoup de magistrats. Voilà, exactement. Déjà, le syndicat de la magistrature n'en fait pas silence de cette idéologie. Bon, donc ça, c'est illégaux. Et sur le plan légal, nous avons des systèmes de regroupement familial qui permettent de faire venir largement les enfants, les petits-enfants, les grands-parents, les parents, et surtout les maris et les femmes. Réunion familiale. C'est-à-dire que nous avons beaucoup de jeunes maghrébins en particulier qui vont chercher une femme ou un mari au bled, dans le village de leurs parents, et qui la ramènent. Ça représente, sur les 90 000 parents étrangers qui viennent par le regroupement familial, ça représente plus de la moitié de ces 90 000. Vous voyez, on a, pour vous donner les derniers chiffres, 320 000 immigrés légaux qui arrivent tous les ans depuis l'année dernière, sans compter les 150 000 qui se présentent pour le droit d'asile et qui sont déboutés aux 3/4 mais qui ne sont jamais renvoyés. Donc ça vous fait près de 500 000 personnes étrangères tous les ans, sans compter les enfants qu'ils ont déjà. Et la démographie. C'est ce que j'allais vous dire, sans compter les enfants qu'ils ont déjà et sans compter les enfants qu'ils feront, puisqu'ils ont une natalité bien plus importante que les Français de souche, à entre 3 et 3,5 pour les femmes algériennes, marocaines, turques, tandis que les Françaises sont à 1,50, 1,60. Donc c'est vous dire que quand je parle de grand remplacement, il vient à grands pas. Mais ce grand remplacement, il est certainement souhaité par plein de gens qui sont aux manettes, pour de bonnes raisons peut-être, justement parce que nos démographies sont déficientes. Et je ne parle pas évidemment d'une immigration illégale et incontrôlée. Je pense que le degré zéro de la souveraineté nationale, ça devrait d'abord effectivement de pouvoir contrôler ses frontières. Mais chez nous, nous avons un premier ministre, M. Trudeau, que vous connaissez sans doute, qui rêve d'un pays de 100 millions d'habitants. Or, on est 35 ou 36 millions. Ça veut donc dire qu'on accueillerait chaque année près d'1 million peut-être de nouveaux arrivants parce que, effectivement, les de souche, comme vous dites, ne font plus d'enfants.
Et si on veut un jour être capable de soutenir nos gens qui auront pris leur retraite, ça va prendre de jeunes travailleurs. Et on n'en fabrique plus. Alors, est-ce que la France n'est pas aussi en face, comme ailleurs dans le monde, de cette réalité démographique? Je dirais que M. Trudeau est très intéressant et je le suis, vous avez raison, depuis longtemps. D'abord, parce que son nom m'évoque mon enfance, puisque son père fut le Premier ministre du Canada dans les années 60 et que... 70, beaucoup. Et que sa jeune épouse avait défrayé la chronique. Pour moi, c'est une espèce de romantisme incroyable où tout se mêle, les Rolling Stones, etc. Donc ça m'amuse beaucoup et pour moi, ce monsieur Trudeau, ça évoque surtout mon enfance. Mais maintenant, vous avez tout à fait raison, il évoque autre chose. Je pense que monsieur Trudeau, fils donc, dit tout haut ce que les élites occidentales, européennes par exemple, ou même macroniennes, certaines, pas toutes, pensent tout bas. Mm-hmm. C'est ce que je vous disais en préambule. C'est la conception universaliste. Un homme est un homme est un producteur, un homme n'est qu'un consommateur. Il n'a pas de mœurs, il n'a pas d'enracinement, il n'a pas de passé, il n'a pas d'histoire, il n'a pas de... Vous voyez, c'est indifférent. Et M. Trudeau est en train de conduire, selon moi, son pays à sa perte. C'est-à-dire que peut-être qu'il le fait pour des raisons cyniques, c'est-à-dire pour noyer définitivement l'élément français sous l'immigration. Je crois me souvenir d'ailleurs que lors du dernier référendum pour l'indépendance, un de vos leaders avait dit qu'il avait été vaincu par l'immigration. Je pense qu'il avait raison. Par l'argent et le vote ethnique, M. Parizeau avait dit le soir du référendum en 1995. Je pense qu'il avait raison. Et deuxièmement, je pense effectivement, comme vous le dites, qu'il y a des raisons économiques. Je n'en disconviens nullement. Je pense que, tout simplement, est-ce que nous devons privilégier l'économie ou est-ce que nous devons privilégier la sécurité de nos peuples, le droit à la continuité historique de nos peuples et tout simplement l'existence de nos peuples. Parce que vous savez très bien, la démographie fait l'histoire. J'ai toujours pensé ça. Je me souviens... Partout et depuis toujours. Absolument. Je me souviens d'un excellent film de chez vous qui s'appelait Le déclin de l'Empire américain. Alors, j'avais préparé justement une citation parce que la première scène, je m'en souviens parfaitement. J'aime beaucoup ce film et je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Et ça décrit l'époque encore aujourd'hui parfaitement. Bien sûr. Mais la première scène, je ne sais pas si vous vous souvenez, le professeur d'histoire introduit sa matière auprès de ses étudiants et il dit « Il y a 3 règles en histoire, le nombre et le nombre ». Je pense exactement cela. Alors, le même réalisateur, Denis Arcand, a aussi fait, à la faveur d'un précédent référendum, un documentaire foudroyant qui décrit très, très bien notre époque. C'était le confort et l'indifférence. Comme si le pouvoir d'achat était la seule chose qui intéresse aujourd'hui les électeurs. Vous en parlez. Donc, est-ce qu'on se bat sur l'économie ou sur des principes plus fondamentaux? Je vous cite, je suis allé à page 287. Vous dites « L'hégémonie des questions économiques et sociales sur le débat politique implique une vision matérialiste de l'homme et du monde. Ce qui le définit ou le définirait est d'abord sa consommation, son épargne, son revenu, ses impôts. Ce qui prime, c'est ici et maintenant et surtout pas le passé ou est l'avenir. » Mais c'est beaucoup ça aussi, le discours politique d'aujourd'hui. Oui. On parle à des consommateurs, pas à des citoyens. Absolument. Ça vient de loin, d'ailleurs. Si vous voulez, on sait bien qu'en gros, les grands conflits qui ont traversé, je parle pour la France, mais finalement, ça a traversé aussi tous les pays. À partir de la Révolution française, je parle des pays d'Europe occidentale et d'Occident en général, furent d'abord la question de la liberté, la question du régime, la question du roi, la question des rapports de force entre le roi, le peuple, vous voyez, des questions institutionnelles. Bon. Puis, à partir du milieu du 19e siècle, avec la révolution industrielle et l'avènement du socialisme, là, les questions économiques, sociales ont pris le pas et sont arrivées sur le devant de la scène. Tout à fait légitimement d'ailleurs, car la révolution industrielle avait complètement transformé et elle est aliénante pour ses victimes. Les mœurs, et surtout qu'elle avait appauvri beaucoup de gens et que les gens vivaient dans des conditions atroces. Mais cette question, si vous voulez, a été,
je n'allais pas dire réglée, parce qu'elle ne le sera jamais, mais on a donné les éléments fondamentaux de règlement avec, à l'après-guerre, les systèmes de sécurité sociale. En vérité, avec les systèmes de sécurité sociale, la question, comme on disait, la question sociale au XIXe siècle, a été, dans ses grandes lignes, réglée. Alors évidemment, il y a des ajustements permanents à faire en fonction de l'inflation, de la croissance, etc. Mais cette question-là a été traitée. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, si vous voulez, depuis les années 70, je dis bien les années 70 car la France a rejoué cette histoire-là en petit. C'est-à-dire que à partir du moment où le général de Gaulle est revenu au pouvoir en 1958, année de votre naissance. Absolument. La question institutionnelle, c'est amusant, est revenue au premier rang. Et on a discuté des institutions de la Ve République, la gauche disant que c'était une dictature, la droite disant que le régime parlementaire était dépassé. Et finalement, les Français ont tranché. Ils ont tranché dans des référendums qui ont donné raison au général de Gaulle. Puis, ils ont tranché, une fois le général de Gaulle parti, en choisissant son successeur, Georges Pompidou, qui avait dit comme principe « je maintiendrai les institutions ». Donc à partir vous voyez, des années 70, la question institutionnelle pure était réglée. Et donc on est revenu à la question économique et sociale. C'est les grands débats des campagnes de 74 et de 81 qui voient Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand s'affronter, la droite et la gauche s'affronter. Bon. Si vous voulez, ce que je pense, c'est que, en vérité, le paysage politique est beaucoup plus proche sur ces sujets-là qu'on ne le croit. On fait des grands mots, des grands moulinets, on s'insulte, on parle de communisme, d'ultralibéralisme, etc. Mais c'est des mots, vous voyez. En vérité, depuis 40 ans, et d'ailleurs on a eu grand tort, nous avons mené une politique de la demande, une politique de soutien permanent de la consommation. Ça commence en 1974 avec la crise du pétrole et le choix de Valéry Giscard d'Estaing et de Jacques Chirac, à l'époque Premier ministre, de mener cette politique de relance de la consommation. 50 ans plus tard, on en est toujours là, avec le quoi qu'il en coûte, avec la politique de Macron de soutien à la consommation, etc. Moi, je pense que, puisqu'on parle d'économie, je pense que ça a été une erreur. Et que, en vérité, nous devons mener une politique de l'offre. Parce que cette politique de la demande nous a désindustrialisés considérablement, avec toutes les conséquences sur la croissance économique du pays, sur la puissance industrielle du pays, la désindustrialisation, et même le pouvoir d'achat. Bon. Mais on s'est justement leurré parce qu'on a importé de la déflation et on a exporté de l'inflation en achetant à peu. On a surtout, pardonnez-moi, je pense qu'on n'a pas importé... Oui, on a importé de la déflation, mais on était bien content parce que les prix étaient bas. Oui, mais donc, on a surtout détruit notre industrie. Évidemment, au passage. Mais c'est ça le plus important. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais dans un univers où le consommateur est plus important que le citoyen, on était prêt à beaucoup de compromis. Et je ne voulais pas parler économie avec vous, mais de l'âme de nos pays. On est bien d'accord. Alors, justement, si on je vais traite revenir. L'électeur comme consommateur toujours, ben on oublie qu'il est citoyen. Ou alors on a choisi de lui faire oublier. Absolument d'accord. Je pense que, surtout en France, les Allemands et même les Italiens mènent des politiques moins obsessionnellement tournées vers le consommateur. Je reviens à notre question. Je pense donc que cette question économique est évidemment importante, qu'il faut la traiter. Moi, j'ai expliqué comment, pour moi, le pouvoir d'achat, on ne le traitait pas à coup d'aide, mais au contraire à coup de baisse d'impôts, parce que le pouvoir d'achat, c'est ce qui vous reste quand l'État vous a tout pris, parce que nous avons un système en France qui fait que nous sommes le plus imposé du monde, avec un système social le plus lourd du monde, 800 milliards de dépenses sociales, c'est colossal. Donc, vous voyez, donc là, j'avais des pistes pour l'économie. Mais votre campagne se plaçait dans un autre registre. Exactement. Complètement. Et vous faites un peu damer le pion par la question du pouvoir d'achat. Non, attendez. Non? Non, oui. Attendez. Non, c'est plus complexe que ça. Je continue de penser que j'ai eu raison de porter ma campagne
autour du thème majeur de l'existence de la France et de grands remplacements et du changement de civilisation et de l'affrontement de deux civilisations sur le même sol qui nous conduira à la catastrophe. Je pense que c'était le bon niveau. Nous conduira ou vous y êtes déjà dans votre tête à la catastrophe? Nous y sommes déjà, mais si vous voulez, effectivement, vous avez raison. Regardez les émeutes de juillet. Qui aurait dit, il y a 30 ans, qu'on vivrait des émeutes pareilles? Il faut bien voir. On l'aurait dit il y a 18 ans, parce qu'en 2005, on avait eu ce qui ressemble à une répétition. Mais bien sûr, c'est pour ça que j'ai dit 30 ans. C'est pour ça que j'ai dit, à partir des années 80, où on met le doigt dans cet engrenage fou de l'immigration maghrébine et africaine de masse, on n'aurait pas imaginé au départ tout ce qui nous arrive, cette violence, cette délinquance, ces meurtres en série, ces émeutes récurrentes, vraiment cette décivilisation, comme dit le président de la République, sans comprendre d'ailleurs très bien ce qu'il y met. Mais c'est pour vous dire que nous y sommes déjà et nous y serons de plus en plus. Vous adhérez donc à décivilisation? Non. J'adhère à conflit de civilisation. Parce que quand le président de la République dit décivilisation, il a l'air d'accuser le peuple français, et d'ailleurs, quand je lis ses exégèses, comme M. Fourquet, qui parle d'enfants rois et de consommateurs. Moi, je ne vois pas du tout ça. La violence n'est pas le produit de l'enfant roi. La violence est le produit de l'immigration. La violence est le produit d'une immigration complètement folle et qui a un comportement d'une rare violence. Mais le président, encore ce week-end, vous l'avez lu comme moi dans Le Point, disait 95% des jeunes personnes qui ont été arrêtées étaient des Français en bonne et due forme. Cet argument m'amuse toujours. De quels Français parle-t-on? Leurs parents ou leurs grands-parents étaient immigrés. Pour la plupart, ils ont des prénoms coraniques. Ils sont musulmans. Ils sont d'origine maghrébine ou africaine. Vous êtes escrimé, je pense, avec Apolline Malherbe sur la question des prénoms. Alors, évidemment, parce que je suis un touriste, je plaide mon ignorance de ces détails. Enfin, ce n'est pas un détail, mais on a aussi interpellé beaucoup de jeunes personnes, de jeunes hommes surtout, qui avaient des noms à consonance bien française. Il n'y avait pas que des Ali ou des Mohamed. Vous pensez qu'il y a une opération pour enfumer? Absolument. Je pense qu'il y avait une opération pour enfumer. Toutes les images montrent, il y a beaucoup d'images de ces pillages. On voit bien que ce sont essentiellement des Maghrébins et des Africains. Des Français, des Français, dirait le président. J'allais vous dire, qu'ils aient la nationalité française ou pas, peu importe, en vérité. Vous savez, d'ailleurs, je continue là-dessus. Donc, je ne crois pas à cela, ou alors ces jeunes gens à consonance française sont justement ceux qui se sont fait attraper par la patrouille, puisque les autres sont beaucoup mieux organisés, et que ce que m'expliquent les policiers, c'est que ces pillages, ces razzias, mot arabe, pas pour rien, ont été très organisés. Mais que nous avions adopté quand même la razzia. Oui, bien sûr. Bien avant les émeutes. Bien sûr, mais le mot razzia, si vous voulez, vous savez ce que c'était. C'était ce que faisaient les troupes de Mahomet quand elles faisaient la guerre, et elles ne manquaient jamais de tout razzier à côté. Les troupes de Napoléon ont vécu sur les territoires conquis généreusement. Vous avez tout à fait raison. Il n'y a pas qu'elles, toutes les troupes étrangères. Sauf que là, c'était un système qui était, si vous voulez, béni par Mahomet, alors que Napoléon le défendait. Sauf dans la guerre d'Italie, je vous l'accorde volontiers. Merci, j'ai été taclé juste au bon moment. Non, revenons à nos moutons. Donc, cette histoire de Français m'amuse beaucoup. Moi, ce que je dis, d'abord, c'est que ces Français, comme dit le président, sont pour la plupart des doubles nationalités. Ils ont tous gardé leur nationalité algérienne, marocaine, pour une raison simple, c'est qu'ils ne peuvent pas la perdre. Et que de toute façon, inaliénable. Exactement. Et que de toute façon, c'est celle à laquelle ils tiennent le plus.
quand on leur pose la question, quand on leur dit « qu'est-ce que vous êtes ?», ils ne disent jamais qu'ils sont français. Ils disent qu'ils sont marocains, algériens, voire musulmans. Mais toutes les interrogations... C'est fondé, ce que vous dites? Oui, on a vu des tas de reportages, on a fait c'est bien sûr, c'est tout à fait fondé. Ils ne donnent leur carte d'identité. Donc, on ne serait français que pour les avantages que ça donne, en étant de cœur autre chose? Entre autres, si vous voulez... comment vous dire ? Moi, ce que je propose, et ce que j'ai proposé, c'est, je vois que je suis le seul d'ailleurs à avoir proposé ça, c'est que tous les gens qui ont été arrêtés dans ces razzias et qui ont la double nationalité devraient perdre la nationalité française. Déchus. Absolument. Comme d'ailleurs les trafiquants de drogue, comme d'ailleurs évidemment les criminels. C'est ce que j'avais proposé pendant la campagne présidentielle. Et ces gens-là auront de toute façon une nationalité et seront renvoyés dans leur pays. C'est pour vous dire que l'argument... Mais à ce jour, le retour ou l'expulsion, ça ne marche pas très fort déjà. C'est un autre sujet, si vous voulez, on l'aborde. Donc, si vous voulez, la réflexion de M. Macron me laisse de marbre. Alors, j'ai envie de revenir, parce qu'on a un peu ouvert la porte tout à l'heure quand vous parliez de la magistrature. J'ai le sentiment, et vous me corrigez si je suis à côté de la plaque, que le sujet le plus important de votre livre, pourtant c'est un micro-chapitre, un tout petit chapitre, où vous parlez de l'état de droit. Vous dites l'état de droit n'est pas l'état du droit, et vous taclez de façon préventivement, Laurent Fabius. Et je crois, encore une fois, vous me corrigez, que c'est l'avertissement le plus sérieux qui est passé inaperçu. Vous dites attention, parce que le seul moyen pour vous, Éric Zemmour, de trouver une solution, ce n'est pas la voie législative, parce que la voie législative est condamnée au cul-de-sac que sera le Conseil constitutionnel, c'est le référendum. Absolument. Ou les référendums. Vous me voyez donc venir et penser. Fabius, habile. Vous avez dit déjà, l'opinion des Français, exprimée par référendum, devrait être validée par des sages. Enfin, c'est la lecture que j'ai faite de ce que vous dites. Vous avez très bien lu. Et je suis content que vous ayez remarqué ce chapitre, car en général, les journalistes français ne s'intéressent pas à ces questions qui sont pourtant fondamentales. Je vous ai dit tout à l'heure c'est un déni de démocratie à terme. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais écrit un livre qui s'appelait « Le coup d'état des juges » il y a 25 ans, en 1997. Vous voyez, ça ne nous rajeunit pas. Donc c'est un thème qui me tient à cœur et c'est un thème qui est devenu fondamental depuis les années 80. En vérité, si on reprend les choses à leur source, il y a ce qu'on appelle la démocratie, c'est-à-dire le pouvoir du peuple. Il y a aussi ce qu'on appelle l'état de droit. Qu'est-ce que c'est que l'état de droit ? C'est-à-dire que c'est l'État qui s'auto-limite pour ne pas être tyrannique, pour ne pas être totalitaire, pour ne pas, si vous voulez... Pour ne pas être trop léviathan. Exactement, pour ne pas réduire à l'excès les libertés de chacun. C'est un progrès civilisationnel extraordinaire qui remonte à la Magna Carta des Anglais, etc., etc. Donc c'est un progrès que je ne vais pas du tout critiquer. Et c'est le juge qui est chargé d'interpréter ces libertés que l'État concède aux citoyens. Bon, très bien. Sauf que, depuis 30 ans, à peu près, le juge s'est de plus en plus enhardi et a profité de ce pouvoir pour contrôler de plus en plus précisément et de façon de plus en plus audacieuse l'État et de le contenir dans une sphère de plus en plus réduite. En vérité, vous parlez de Léviathan tout à l'heure, pour faire moi aussi une référence littéraire à ce même XVIIe siècle, je dirais que l'État est désormais un Gulliver empêtré. Empêtré par la technocratie ? Non, empêtré par les règles de droit qui empêchent l'État de faire quoi que ce soit. Et si vous voulez, aujourd'hui, pour arrêter ce que je vous ai dit, c'est-à-dire arrêter le regroupement familial, pour réduire massivement le droit d'asile, vous voyez, pour avoir une véritable efficacité politique, on ne peut plus passer par la loi, car la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui n'est pas la Constitution d'ailleurs. Qui n'est pas du tout la Constitution, mais que de façon abusive, on a inséré dans ce qu'on appelle un bloc de constitutionnalité comme si c'était la Constitution, l'en empêche.
Donc, la seule manière de passer par-dessus la loi, c'est le référendum. Un peu comme, vous savez, ce qu'on appelait sous l'Ancien Régime un lit de justice. Quand les parlements d'Ancien Régime, qui étaient des magistrats, refusaient d'enregistrer un édit du roi, le roi venait en majesté et disait « Eh ben moi, le roi, je décide que c'est quand même enregistré ». Et c'est ce qu'on appelait un lit de justice. Le référendum, c'est un peu le lit de justice de la démocratie et de la République. Et c'est là que M. Fabius intervient. Pendant la campagne, le président du Conseil constitutionnel fait une déclaration qui passe assez inaperçue. Sous les écrans radars. Dont je suis le seul à m'offusquer publiquement à la télévision. Mais je vous dirais qu'il y a déjà jurisprudence, puisqu'il l'a dit. Absolument. Je vous dirais chez nous, it's on the record. Il le dit, il dit... La loi votée par le Parlement est contrôlée par le Conseil constitutionnel, si elle est conforme à la Constitution et aux grands principes, parce que c'est ça le plus important, qui sont dans la Déclaration des droits de l'homme. Mais le référendum aussi doit être contrôlé. Le thème du référendum doit être vérifié auparavant par le juge constitutionnel. Je tiens à dire deux choses là-dessus. La première, c'est que M. Fabius transgresse ainsi la propre jurisprudence du Conseil constitutionnel qui, en 1962, lorsque le général de Gaulle a fait un référendum pour instaurer l'élection du président de la République au suffrage universel, et qui a pour ce faire utilisé l'article 11 de la Constitution et non pas l'article prévu pour ça, c'est-à-dire l'article 89, le Conseil constitutionnel a quand même dit « cette transgression de la Constitution est couverte par le peuple qui s'est exprimé et qui a voté oui. » Sous-entendu, le peuple est au-dessus de la Constitution et est au-dessus des règles juridiques. M. Fabius reviendrait là-dessus. Ce qui voudrait dire que M. Fabius et que le Conseil constitutionnel serait au-dessus du peuple souverain. Et il y aura sans doute des gens... C'est ce que j'appelle un coup d'État judiciaire. Mais il y aura des gens pour penser comme lui, oui, probablement. Bien sûr. Et si j'espère qu'il y aura des gens pour penser comme moi aussi. Alors, je vous dirais qu'il y a de mauvais précédents. 2005, le référendum sur l'Europe ne donne pas à penser qu'il n'y avait pas déjà en place une mécanique pour court-circuiter la volonté populaire, non? Et je sais que vous êtes plutôt européaniste. Non, mais vous avez... Non, je ne suis ni européaniste ni anti-européaniste, c'est pas le problème. Le problème, vous avez raison, c'est le suffrage universel. Vous avez tout à fait raison. Ce qu'ont fait les parlementaires en 2007, adoptant par la loi ce que le peuple avait refusé par référendum, à peu de choses près, est un déni de démocratie. Vous avez 1000 fois raison. C'était très grave. Je l'ai dit à l'époque, je continue de le dire aujourd'hui. Mais ce n'est pas pour ça, si vous voulez, qu'on doit aggraver encore, parce qu'au moins là, les gens étaient représentants du peuple. Tandis que M. Fabius n'a été élu par personne. Personne. Nommé. Il a été nommé. Donc, et puis le juge n'a pas, si vous voulez, le juge n'a pas à se substituer au peuple. Non, c'est une vraie querelle qui n'a pas... si j'avais été au second tour, comme les sondages me le présageaient... Vous les présidez. Vous les présidez. Il y avait un lapsus. Non, pas du tout. Pas prédisait, mais présidait. Avant l'intervention des Russes en Ukraine, j'aurais mis cette question au cœur du débat de second tour. Est-ce qu'il y a un risque de coup d'État permanent? Mais coup d'État étant... Ça a déjà commencé. Moi, je considère que le juge, qu'il soit Conseil d'État ou Conseil constitutionnel, abuse depuis des années de sa situation pour enserrer le pouvoir politique et l'État dans des règles excessives. Il faut absolument briser cet emprisonnement. Il faut libérer l'État et le politique des règles juridiques, sans pour cela évidemment venir à un système dictatorial, tyrannique. L'état de droit doit être respecté, mais l'état de droit n'est pas le pouvoir des juges, n'est pas le gouvernement des juges. Il y a là un équilibre qui a été perdu. Vous êtes conscient que ce n'est pas qu'un enjeu français. Monsieur Trump, aujourd'hui, vous dirait... mais cher monsieur... la justice a perdu la tête. Alors évidemment, c'est une version intéressée dans son cas. Tout à fait, mais regardez... Mais il n'a pas tort. Oublions Trump. Ce que disent les juges américains de la Cour suprême. Tout le monde regarde cette question de l'avortement. Vous vous souvenez, il y a quelques mois. En vérité, ce n'est pas la question essentielle. Ce que disent les juges de la Cour suprême, c'est le juge n'a pas la légitimité
pour régler la question de l'avortement. C'est le peuple qui doit la régler. D'autant qu'en 40 quelques années, après Roe v. Wade, jamais le législateur, démocrate on aurait imaginé, a fait adopter une loi qui aurait permis de rendre absolument légal l'avortement. Je ne vous le fais pas dire. Mais on s'est contenté, très de crânement, s'appuyer sur le juge. Et regardez en Israël, la querelle en Israël, c'est autour du pouvoir du juge, qui est excessif, qui a le droit de condamner n'importe quelle loi s'il estime que c'est déraisonnable. Mais ce n'est pas admissible en vérité. Et c'est la même chose dans les pays de l'Est, Kundera, paix à son âme, me tenserait de l'appeler ça les pays de l'Est. Donc la Pologne, la Hongrie, etc. Tous ces pays qui, eux, ne veulent pas, puisque sans doute ils ont connu l'absence de démocratie, ils ne veulent pas que le juge les prive. Se substitue au peuple. Exactement. Et ils ont raison. Et les autorités européennes ont tort de leur imposer je ne sais quelle amende pour non-respect de l'état de droit. Ce n'est pas, ils ne transgressent pas l'état de droit. Ils tiennent à ce que les juges ne prennent pas le pouvoir. Ce n'est pas la même chose. Je vous aurais posé la question plus tôt, mais je vous cite, il ne faut pas conserver, mais restaurer. C'est ce que vous dites pendant la campagne. Alors, je me suis dit, il y a un lien avec ce dont nous parlons. Je me suis posé la question, et gentiment, est-ce que vous êtes un conservateur de droite ou un réactionnaire au sens étymologique du terme? Restaurer, ça nous amène à la réaction bien sûr. À l'idée qu'il y a peut-être des choses qu'il faut ramener. Donc, je comprends que l'étiquette tue. Bien sûr, surtout en France. Mais êtes-vous réactionnaire? Si vous voulez, en tout cas... Vous ne me répondez pas. Hein? Non, parce que je ne vais pas prendre des mots qui sont les mots de mes adversaires. Mais étymologiquement, vous êtes d'accord? Étymologiquement, vous avez raison. Mais l'important n'est pas, si vous voulez... Enfin, l'important, très important, les mots choisis, puisque justement, on tue avec des mots, j'en sais quelque chose. Mais ce que je veux dire par là, mais vous l'avez très bien compris, et d'ailleurs, je ne suis pas le seul. Quand on voit, par exemple, à l'école, qu'est-ce qu'il y a à l'école? Il faudrait restaurer. Il faudrait être réactionnaire. Il faudrait revenir en arrière et remettre l'école telle que nous l'avons connue auparavant, avec les exigences, avec le niveau d'excellence, avec le mérite, avec le travail qui était valorisé, avec la discipline qui était beaucoup mieux respectée. Vous voyez, avec les uniformes ou les blouses, peu importe en vérité, l'important c'est de dissimuler les vêtements de chacun. Vous voyez, tout ça, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise entre guillemets réactionnaire de revenir en arrière, mais pour moi, ce n'est pas insultant, ce n'est pas grave, on a mal fait. En vérité, on a détruit l'école française depuis 40 ans. Donc, qui est un peu la base fondamentale, d'ailleurs, l'école républicaine. Mais dans la perspective du creuset républicain, c'est là que tout devait se passer à l'école. D'autant plus, cher ami, qu'elle était excellente. Le niveau de l'école française était excellent. Alors, le président Macron, qui nous écoutera peut-être pas, dirait en nous écoutant, mais c'est la querelle entre les anciens et les modernes. Et j'ai effectivement parfois l'impression pour moi d'être un peu caricatural et de me dire, mais est-ce que je suis devenu le nostalgique que je dénonçais quand je regardais mes parents, par exemple, et je disais... Vous savez, la querelle des anciens et des modernes, c'est une querelle à la fin du siècle de Louis XIV entre ceux qui prétendaient que, comme La Fontaine ou Racine, qu'il fallait s'inspirer des textes de l'Antiquité grecque pour en faire d'autant mieux. Les pièces de Racine, les fables de La Fontaine, les pièces de Molière, et ceux qui, comme Perrault, vous savez, les fameux contes de Perrault, disaient que les modernes pouvaient se suffire à eux-mêmes et qu'ils étaient bien meilleurs. La postérité a tranché en faveur des anciens. Donc, ça ne me gêne pas de venir comme ça dans cette glorieuse vous inscrire trace. Dans Voilà. Je pense effectivement que les anciens, en l'occurrence, pour l'école, pas pour tous les sujets bien sûr, mais pour l'école, avaient raison et qu'il faut remettre, d'ailleurs régulièrement, vous avez vu, chaque nouveau ministre de l'Éducation dit qu'il faut revenir à lire, écrire, compter. Qu'est-ce que c'était ça? C'était l'école de la Troisième République. À apprendre l'histoire dans la chronologie, le président de la République lui-même le dit, sans savoir d'ailleurs que son ministre Blanquer a remis la chronologie en histoire.
voyez, c'est une petite taquinerie, mais c'est pour vous dire, elle est remise, la chronologie. La vérité, c'est que en histoire, on n'apprend plus la gloire de la France, la grandeur de la France. C'est ça que les gens ne comprennent. Il y a une différence entre remettre la chronologie et apprendre les grands moments de la France pour pouvoir mieux s'approprier cette histoire. Est-ce que vous croyez qu'il y a un projet qui, évidemment, n'est pas le fait d'une conspiration, je ne pense pas que personne ne se soit jamais réuni pour en discuter, mais qu'il y a un projet conscient, mais en même temps peut-être pas dirigé, de déconstruction? Parce que alors, la grandeur de la France, c'est ce à quoi vous voulez revenir. D'autres diront, écoutez, c'est pas tellement la grandeur que l'histoire, basique. Vous déciderez si elle est grande ou pas, mais au minimum, enseignez-nous ce qui s'est passé pour qu'on soit moins con à déceler ce qui nous guette. Vous avez bien raison. Ce qu'il y a, c'est que non seulement on n'a plus appris la grandeur de l'histoire, mais on n'a plus appris l'histoire tout court. Et à penser aussi. Quand vous voyez les livres d'histoire aujourd'hui de nos enfants, il n'y a pas grand-chose dedans, en vérité. À part des belles photos, des belles images, des belles iconographies. Vous voyez, moi j'ai des enfants et je vois très bien la légèreté de ce qu'il y a dedans. Mais parenthèse fermée. Déconstruire pour... Vous savez, j'ai écrit... Pardon de faire référence à mes ouvrages, mais j'ai écrit en 2014 un livre qui s'appelait « Le suicide français » et qui expliquait justement cette œuvre au long cours, depuis les années 70, de déconstruction. J'appelais ça déconstruction, dérision, destruction. Donc cette œuvre de déconstruction qui, effectivement, vous avez raison, ce n'est pas une conspiration, mais en revanche, c'est le fait d'une génération. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la génération des années 60-70 qui était à gauche, voire à l'extrême gauche, et qui, de façon très consciente, a voulu déconstruire tous les principes et les valeurs de notre passé et de ce qui faisait la France. La nation, l'État, jusqu'à la différence entre les sexes. On le voit aujourd'hui. Ça, c'est plus récent. Alors, ce sont les enfants de ceux dont vous parlez qui... Mais ça, non, ne vous l'aurez pas. Ça a commencé dans les années 60-70. Vous savez, quand Simone de Beauvoir écrit dans son fameux livre « Le deuxième sexe », on n'est pas femme, on le devient, elle annonce déjà programme. Judith Butler et elle annonce déjà la théorie du genre. Tout est là, tout dans cette phrase. Non, je pense que déjà toute la déconstruction est là. Et elle, aujourd'hui, se déploie. Exactement. Le risque, est-ce qu'il est peut-être lié à notre capacité à... déjà à s'entendre sur une réalité commune? Parce que moi, c'est ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on ne soit plus capable ensemble de nommer les mêmes choses, d'arriver à s'entendre sur ce que nous voyons, qu'il y ait des réels parallèles. Et non pas des alternate facts, mais vraiment des réels qui seront le mien, qui sera toujours d'ailleurs meilleur que le vôtre. Je pense que là, vous touchez du doigt la conséquence et l'objectif majeur de cette opération de déconstruction, c'est-à-dire de remplacer le réel par un nouveau vocabulaire qui le dissimule et qui l'occulte, et qui le remplace. C'est le mot que je cite souvent, vous savez, de Lénine, « Faites-leur manger les mots, vous leur ferez avaler la chose ». C'est un mot d'ordre qui est appliqué très strictement par toute cette gauche d'aujourd'hui. Et la sémantique n'est pas anodine. Ah mais au contraire. Parce que la sémantique est essentielle. Les mots induisent notre pensée. Absolument. La sémantique est essentielle dans cette histoire. C'est pour ça que... Et c'est pas un truc d'intellectuel, parce que certains vont nous écouter en se disant, mais ils sont un peu partis. Pas du tout. Ça ne vous a pas échappé que je me bats pour chaque mot et pour moi-même imposer mes propres mots. Ce qui agace beaucoup, d'ailleurs, cette partie de la gauche. Non, vous avez raison. La lutte sémantique, la lutte pour le vocabulaire est essentielle car elle modifie la vision de la réalité que nous avons. Et vos adversaires idéologiques l'ont très bien compris. Depuis longtemps. C'est eux qui ont inventé ça. Ils ont le monopole. J'essaye justement d'entamer ce monopole, mais en tout cas, je suis le seul à droite à les affronter sur ce terrain-là. Je reviens parce qu'on n'a pas répondu tout à l'heure à cette question sur le référendum, et ça ne se veut pas non plus une raillerie. Mais compte tenu de votre score, à la fin de l'exercice, et on pourra peut-être ventiler les raisons qui font que ce n'est pas ce que vous souhaitiez, 7,1 %, est-ce que vous croyez que vos idées, parce que c'est ce que vous vouliez incarner, seraient en mesure de peser lourd dans un vote référendaire sur des questions fondamentales? Vous savez, ou alors,
On sera toujours capable de faire dérailler le fond. Vous savez, mon score est le produit, je l'explique longuement dans le livre, on ne va pas y revenir là, de circonstances exceptionnelles. Ce n'est pas tous les jours qu'il y a une guerre en Europe en pleine campagne présidentielle et qui a faussé complètement le résultat de la présidentielle et qui a chamboulé tous les équilibres jusqu'à ce résultat final qui, quand même, je tiens à dire, je suis quand même 4e de cette épreuve. Je fais mieux que les 2 plus grands partis qui ont dirigé la Ve République depuis 50 ans, c'est-à-dire le Parti socialiste et LR. 4%? 4% et moins de 2% pour la socialiste. Bien sûr, c'est une déception parce que les sondages m'avaient mis au second tour jusqu'à 18-19% que je devais affronter Emmanuel Macron. C'est pour ça que je parle de ce chamboulement causé par la guerre en Ukraine, qui a rebattu les cartes et qui a transformé l'enjeu de la présidentielle et qui a mis cette question ukrainienne complètement au cœur, qui a écrasé toutes les autres questions, alors qu'elle ne changeait pas notre destin. Alors que moi, la question que je posais changeait le destin de la France. Voilà. Mais elle a changé le destin de la campagne. Et ça, le président l'avait compris. C'est bien ce que je vous dis. Alors, je monte au filet. Je monte au filet. Finir votre question. Parce que vous ouvrez la porte à quelque chose d'intéressant. Vous parlez des scores et de l'espoir que vous avez eu, probablement fondé, d'être au 2e tour. 19% dans certains sondages. Vous étiez plus ou moins à 16-17 le soir du 23 février. Absolument. Donc, quand vous allez au lit, second. Vous êtes heureux. Absolument. Alors, je vois que vous m'avez bien lu. Question personnelle, et je sais que vous n'aimez pas, mais vous étiez candidat à la présidentielle et vous avez eu à parler de vous un peu. Bien sûr, beaucoup même. Vous avez été choqué dans votre amour-propre par ce qui s'est passé, c'est-à-dire penser tenir la victoire, parce qu'une victoire, ça aurait été d'être au 2e tour, quoi qu'il advienne, et l'échapper. Donc, votre amour-propre, bien sûr, l'orgueil. Je ne vais pas vous dire que j'en ai été ravi, je ne vais pas vous dire que je n'étais pas effectivement touché dans mon amour-propre, voilà, c'est évident. Mais bon, voilà, on prend ce risque-là quand on s'engage dans une telle bataille. Maintenant, je voudrais revenir à votre question. Je pense sur le poids, sur le fond, qu'une question sur le référendum, portant sur l'immigration, avec des questions que je voudrais poser moi, c'est-à-dire la suppression du regroupement familial, vous voyez, la limitation drastique du droit d'asile, la différence entre les étrangers et les Français pour les allocations sociales. Vous voyez, il y a beaucoup de thèmes, l'expulsion de tous les délinquants étrangers, la déchéance de nationalité dont je vous parlais tout à l'heure, etc., etc. Ce référendum-là, je pense, tous les sondages l'indiquent. Maintenant, après, recevrait un taux d'approbation et de oui qui va à 70%. Entre 60 et 70%. Même à gauche, vous avez remarqué, même à gauche, une grande partie de l'électorat, je ne parle pas de l'électorat LFI, dont on peut parler si ça vous intéresse, mais à part l'électorat LFI, même les autres électeurs de gauche voteraient oui. Et qu'est-ce que vous pensez que pensent vos adversaires politiques in petto sur ces questions? Parce que, évidemment, c'était un territoire miné, ponctuellement depuis toujours. On parlait du droit du sol. Est-ce que c'est pas Valéry Giscard d'Estaing qui, en 93, avait parlé... 91, je dirais. 91, parlait des invasions. Absolument. Et du retour du seul droit du sang. Exactement. Donc, de changer carrément les règles. Absolument. Donc, c'est pas nouveau que ces enjeux se posent pour des politiques. Donc, je reviens à ma question. In petto, vos adversaires, à droite comme à gauche, pensez-vous qu'ils sont plutôt favorables à ce que vous voudriez soumettre à la volonté populaire? Alors, à gauche, à part quelques individus qui se cacheront, la réponse est non. Ils considèrent, ce qui est d'ailleurs une erreur historique, que le droit du sol est lié à la Révolution et à la République, ce qui est faux d'ailleurs, puisqu'il existait avant sous la monarchie, et que rétablir... Mais dans des conditions démographiques un peu différentes aussi. Ah, bien sûr. Et rétablir le seul droit du sang serait ramener et revenir à Vichy, parce que c'était les réflexions qui étaient faites à l'encontre de M. Giscard d'Estaing lors de cette fameuse année 1991, ce qui est une autre erreur historique, car le régime de Vichy n'a pas supprimé le droit du sol.
parenthèse fermée. Maintenant, d'autant que pour vous, Vichy, c'est devenu un peu miné. Oui, mais c'est pour vous dire que c'est idiot comme référence. C'est une référence un peu mécanique et qui est fausse. Bon, bref, passons. Mais c'est pas parce que c'est faux que ça peut pas devenir vrai quand on veut instrumentaliser les faits de façon spécieuse. Je ne vous le fais pas dire. Maintenant, à droite, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient favorables, d'autres qui seraient hostiles, j'en connais aussi, hein, pour les raisons que je viens de vous dire. Bon. Tout à fait légitime. Tout à fait. Non, mais légitime, je pense qu'elles sont fausses. Je vous l'ai démontré. Mais elles sont légitimes. Intéressant. L'imaginaire politique, ça existe. Alors, vous acceptez évidemment que vos adversaires politiques, sur leurs idées, par exemple sur cette extension de l'humanisme ou de l'universalisme, vous ne pensez pas que vos adversaires, pour autant sont fous. Même s'ils ne pensent pas... Non, mais fou, oui. Parce que la démonisation, aujourd'hui, est devenue... Moi, je ne traite personne de fou, je ne traite personne... Vous savez, c'est moi qu'on traite de fou, c'est moi qu'on insulte, c'est moi qu'on traite de fasciste, c'est moi qu'on... moi, je ne traite jamais personne comme ça. Moi, je dis simplement... Mais il y a un enjeu majeur. Il y a un enjeu pour la survie du pays. Alors après, évidemment, je pense que ceux qui ne voient pas, ne veulent pas le voir et ne sont pas d'accord avec moi pour appliquer les méthodes que je propose sont soit des faibles, soit des criminels, puisqu'ils vont finalement tuer ce pays tel qu'il était depuis 1500 ans. Bon. Mais le mot à ce moment-là, vous qui aimez employer le mot juste, n'est pas banal. Des criminels, c'est donc qu'il y aurait une responsabilité. Ah, mais bien sûr. Alors, vos adversaires politiques, un jour, devant le tribunal de l'histoire, appelons ça comme ça, pourraient être traînés. Je pense qu'ils prennent une très lourde responsabilité. Et vous savez, l'histoire est souvent écrite par les vainqueurs, donc toujours en fait. On verra qui finalement vaincra. Mais je peux vous dire que oui, je considère que mes adversaires politiques, et en particulier la gauche, et en particulier la gauche de M. Mélenchon, ont une responsabilité énorme, mais pas seulement. Tous les pouvoirs de droite comme de gauche depuis 40 ans, puisqu'ils ont refusé de prendre des mesures qui s'imposaient et qu'ils avaient, pour certains, proposé eux-mêmes, puisque M. Giscard d'Estaing en 1991 le propose. M. Chirac dit à l'époque qu'il est d'accord avec M. Giscard d'Estaing. La droite gagne les élections législatives en 1993, ne fait rien. La droite gagne l'élection présidentielle avec M. Chirac en 1995 et elle ne fait rien. Elle gagne en 2002 et elle ne fait rien. Elle gagne en 2007 avec M. Sarkozy et elle ne fait toujours rien. Donc, si vous voulez, voilà, il faut se rendre à l'évidence. Vous avez certainement pas manqué de remarquer à la une d'un magazine ce printemps, Édouard Philippe, qui disait il y a eu trop de non-dits. C'est faux, il n'y a pas eu de non-dits. Parce que ces choses-là ont été dites. Non-dit. Alors pourquoi dire il y a eu des non-dits alors que tout a été dit? Absolument. Mais peut-être pas entendu. Mais vous avez tout, et surtout tout a été dit, entendu, mais pas décidé. Et vous avez tout à fait raison, c'est un rideau de fumée habituel. Il y a eu beaucoup de non-dits. Monsieur Philippe, mais ça répond à votre question quand vous me dites est-ce que vous êtes sûr qu'il y aura une majorité derrière vous sur ces sujets? Si Monsieur Philippe, qui est le fils spirituel de M. Juppé, le partisan, je le rappelle, de l'identité heureuse. Vous vous souvenez de cette campagne de 2016. Donc, M. Philippe est de cette tendance-là, ce que j'appellerais le centre droit, qui a toujours refusé de venir sur ce terrain de l'immigration. Si même M. Édouard Philippe croit utile, dans le cadre d'une préparation de la campagne présidentielle de 2027, de parler d'immigration, de dire qu'il faut abolir le traité franco-algérien de 1968 qui favorise l'immigration algérienne, c'est que vraiment, il doit sentir la pression populaire sur ce sujet. Et ne serait-ce que d'un point de vue opportuniste, qu'il y a une pression, comme vous le dites, c'est-à-dire que ça soit cru ou non, qu'il y ait adhésion ou non à l'idée, il y a la perception qu'il y a une masse critique qui se déplace sur l'échiquier, peut-être. Vous savez, c'est comme ça que vous le sentez, vous? On n'en a pas parlé, vous n'en avez pas parlé, mais je pense que c'est aussi un des grands thèmes du livre, c'est-à-dire que la démographie et l'immigration sont en train de redessiner le paysage politique en France. Et à l'occasion de la présidentielle, on a vu l'émergence, derrière Jean-Luc Mélenchon, à un souffle du second tour, il faut le rappeler quand même. Il est à 300 000 voix de Marine Le Pen.
à un souffle du second tour, ce que j'appelle un peuple islamo-gauchiste. C'est très simple, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Vous dites 69%. Exactement, 69% des musulmans ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. C'est colossal. Ça prouve... En fait, 69% des électeurs de Mélenchon... Non, je ne crois que c'est l'inverse. 69% des musulmans ont voté Mélenchon. Mais ça ferait donc effectivement beaucoup de gens qui se sont mobilisés. Mais oui, je ne le fais pas dire. Je ne le fais pas dire. Et quand on arrive à ces chiffres-là, ça prouve qu'il y a ce qu'on appelle un vote musulman. Comme il y avait un vote communiste. Un vote communiste dans les années 50-60, vous avez raison, parmi les ouvriers. Comme on pourrait, religion pour religion, il y avait un vote juif à gauche en 1981. Il y avait, on peut remonter encore en plus loin, un vote catholique au XIXe siècle, sous la Troisième République, en faveur des candidats monarchistes. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles la République a été aussi à persécuter les catholiques et n'a pas hésité à exiler des milliers de moines. Vous savez, on l'a oublié, mais la République a été féroce avec l'Église. Davantage avec l'Église catholique qu'elle ne l'est aujourd'hui. Voilà, sans commune mesure. Mais revenons à nos moutons. Donc il y a effectivement ce bloc-là, ce bloc islamo-gauchiste. Pourquoi je dis islamo-gauchiste ? Islamo, parce que ce sont des musulmans. Gauchiste, parce que les voix qui viennent en plus chez M. Mélenchon sont des voix souvent de jeunes d'extrême gauche, de jeunes woke, de jeunes féministes, de jeunes LGBT, etc. Vous êtes cette engeance qui d'ailleurs est complètement antinomique avec les valeurs que véhicule l'islam, mais manifestement ces gens-là ne s'en aperçoivent pas. Bon. Ou ne veulent peut-être pas s'en apercevoir. Comme vous dites. Donc nous avons ce bloc-là. Et ce bloc-là a la dynamique démographique pour lui. Il a d'ailleurs aussi une dynamique idéologique, une dynamique médiatique, puisqu'il a des relais dans tous les médias, en particulier dans le service public, très puissants. Il a des relais à l'université. Il a des relais, mais ça vous le savez très bien, dans le continent nord-américain. C'est la même chose. Donc ce bloc-là a vocation, et c'est tout l'enjeu d'ailleurs des années qui viennent, a vocation à être hégémonique à gauche. C'est pour ça que ceux qui veulent se détacher de ce bloc-là, où je vois des tentatives de M. Cazeneuve, de M. Roussel, sont tout à fait respectables. Mais malheureusement pour eux, et peut-être pour nous, ils sont marginalisés démographiquement et donc électoralement. Donc, en face de ce bloc, il faut un autre bloc. Il faut un bloc de gens qu'on appellera de droite, puisque en face, ils sont de gauche, et qui, lui, veut défendre l'identité de la France, qui veut combattre l'idéologie woke et, accessoirement, qui veut défendre une certaine conception du travail, du mérite, contre une conception, je dirais, de l'assistanat. Voilà, vous voyez ces deux blocs. Et ce bloc-là de droite, il doit être composé de gens qui sont dans des partis différents aujourd'hui. Il y a les gens de droite qui sont au Rassemblement national. Il y a aussi des gens de gauche au Rassemblement national. D'anciens communistes, en fait. D'anciens communistes. Mais il y a aussi des gens de droite qui sont les héritiers de Jean-Marie Le Pen. Il y a à LR des gens de droite. Il y a chez Emmanuel Macron des gens qui ont voté Emmanuel Macron, mais qui sont de droite. Et il y a, évidemment, à Reconquête, des gens de droite. D'ailleurs, je note que Nicolas Sarkozy reprend la même idée quand il dit il faut quelqu'un qui rassemble les amis d'Éric Zemmour, les amis d'Éric Ciotti, les amis d'Emmanuel Macron. Moi, je rajouterais les gens de droite du Rassemblement national. Et je pense que ce rassemblement, que j'appelle moi l'union des droites, je suis le point d'équilibre entre toutes ces familles politiques. Ce qui répond partiellement à la première question que je vous ai posée et à laquelle vous ne m'avez donné aucune réponse. Serez-vous candidat en 2027? Ah, je ne m'avais pas posé la question. Oh oui, tout à fait, vous avez été inattentif. Je n'ai pas entendu. Serez-vous candidat ou pensez-vous? Nous verrons, nous avons le temps, mais en tout cas... Mais est-ce que vous y pensez alors? J'y pense, voilà. Vous êtes ouvert à cette idée? Voilà, exactement. Mais évidemment, si vous voulez, je ne vais pas dire aujourd'hui, ce serait ridicule, je suis candidat, voilà. Mais je réfléchis, je vois, j'observe. Mais quand vous regardez dans la glace... Comme à une autre époque. C'est pas surtout moi que je regarde dans la glace, c'est la France que je regarde. Et je vois à quel point tous les événements, pardonnez-moi cet aveu de vanité, me donnent raison.
encore une fois, les émeutes, encore une fois, les innombrables faits divers, qu'on appelle faits divers et que moi j'appelle francocides, les abayas. Vous avez vu la dernière querelle ces derniers jours sur les abayas. Qu'est-ce que c'est les abayas ? C'est un vêtement religieux, contrairement à ce que dit le Conseil français de l'islam. C'est un vêtement religieux, car dans le Coran, il y a le verset, je crois, 59 de la sourate 33. Il y avait, je dis ça de mémoire parce que j'ai lu hier une dame qui était une spécialiste de l'islam et qui disait exactement cela, qui disait il y a le verset 59 de la sourate 33 qui intime l'ordre aux femmes de remettre leur jupe sur elles. C'est le mot en arabe est djeliba, et ça donne djelaba, d'ailleurs le mot bien connu, pour qu'on ne voit pas leur forme. Oui, donc c'est une injonction religieuse. Et qu'est-ce que c'est que ces abayas ? Mais ce n'est plus un sujet, parce que ça a été tranché. C'est-à-dire que le ministre de l'Éducation apparemment a décidé que... Ça fait des années. Ça fait au moins 2 ans, et que le prédécesseur de M. Attal a refusé de trancher. Vous vous souvenez ? Bon, il s'est caché derrière les chefs d'établissement scolaire, comme on l'avait fait pour le voile il y a 20 ans. Bon, qu'est-ce que c'est que ces abayas ? Je veux là au bout. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi il y a de plus en plus d'abayas ? Parce qu'il y a de plus en plus de jeunes musulmans qui, selon tous les sondages, ils sont plus de 50%, voire 2/3, qui considèrent que la charia, la loi religieuse musulmane, est au-dessus des règles et des lois républicaines. De la républicaine. Bon. Pourquoi il y en a de plus en plus ? Parce qu'il y a de plus en plus de jeunes musulmans. Pourquoi il y a de plus en plus de jeunes musulmans ? Parce que je vous l'ai dit, les femmes maghrébines et les femmes africaines font plus d'enfants que les autres. Et par ailleurs, il y a entre 500 000 immigrés légaux qui viennent chaque année en plus, et qui sont pour la plupart maghrébins ou africains, donc musulmans. Donc c'est, si vous voulez, quand M. Attal dit, et je l'approuve, et vous avez vu que globalement tout le monde l'approuve, à part les filles. Bon. Quand M. Attal dit « les abayas sont un vêtement religieux, donc ils sont interdits par la loi de 2004 », c'est très bien. Mais à force d'accueillir 500 000 immigrés légaux de plus chaque année, il y aura un moment pas lointain du tout, où il ne pourra plus prendre cette règle. Parce que tout simplement, il n'y aura plus de marge politique pour le faire. Exactement. Démocratiquement, cette population imposera la fin de toutes ces règles laïques. D'ailleurs, je fais un dernier point, parce que ça me paraît important. Je suis assez content, parce que quand je vois et j'entends et je lis M. Macron lui-même dire qu'il ne veut pas que on sache la religion de l'enfant ou du jeune qui rentre en classe. Il a tout à fait raison, il a retrouvé là la définition même de la laïcité à la française. C'est-à-dire que la laïcité à la française, et je sais que vous êtes, vous en tant que Québécois, en querelle avec les Canadiens sur ce sujet-là, la laïcité à la française, c'est non seulement la liberté, ce qu'on dit toujours, à tort, ce n'est pas seulement la liberté, c'est aussi le devoir de discrétion. Mais là, je le renvoie à M. Macron, comme je renvoie à M. Attal sur l'immigration et sur la démographie. Moi, j'ai une conception qui ne s'arrête pas à l'école de la laïcité. Je considère que dans la rue non plus, et dans l'espace public, je n'ai pas envie de savoir quelle est la religion de la personne que je côtoie, que je rencontre ou que je vois. Mais là, on se frotte vraiment à des visions très radicalement différentes. Si on parle, par exemple, de la liberté que nous avons tous de choisir de porter un vêtement dans la rue plutôt qu'un autre. Mais mon cher, dans ce cas-là... Nos libertés individuelles à ce moment-là... Mais dans ce cas-là, vous avez raison, mais dans ce cas-là, 2 choses. Dans ce cas-là, les jeunes filles ont le droit, elles aussi, de porter le vêtement qu'elles veulent. Si on prend sur l'argument de la liberté, les jeunes filles ont le droit de s'habiller en abaya. Si on prend... Mais attendez, hors de l'école, aller au bout de la logique. Hors de l'école. Mais pourquoi hors de l'école ? Pourquoi l'école serait-elle un lieu particulier ? Si on est dans votre logique de la liberté, pourquoi la liberté s'arrête-t-elle à l'école ? Parce qu'on est contraints tous, à l'école, de se retrouver ensemble et que l'école a décidé que c'était un espace laïque, justement pour qu'il n'y ait pas de pression. Pas du tout. C'est la laïcité, excusez-moi, c'est nous qui avons décidé que c'était un endroit particulier, mais c'est faux. Les responsables de la laïcité dans les années 1905 considéraient que tout
toute la France était un pays laïque, pas seulement l'école. Ça, c'est nous qui avons restreint parce qu'on était débordés. Mais à une époque où, évidemment, en 1905, Oui. la question du port, du voile intégral ou autre chose se posait très bah peu. non. Alors, évidemment, on n'a pas eu à arbitrer ce débat. Oui, mais sauf que, ne croyez pas, il y avait, vous savez, ça aussi, c'est une querelle historique. Le vêtement, on nous dit, je vois bien les réflexions de la gauche ici ou là, on se dispute pour quelques centimètres de tissu. Bout de tissu. Bon, genre, c'est ridicule. Ces gens-là ne connaissent pas leur histoire ou font semblant de ne pas la connaître. Je pense qu'ils ne la connaissent pas, sauf M. Mélenchon qui fait semblant de ne pas la connaître. Ces bouts de tissu, comme ils disent, ou comme elles disent, quand vous savez toute l'histoire du vêtement féminin du XXe siècle, de la disparition du corset, de l'avènement des mini-jupes, du pantalon, comment c'est vécu, comment c'est vu, comment c'est analysé aujourd'hui comme l'histoire de l'émancipation féminine. Le vêtement traduit cette histoire-là. De la même façon, on pourrait dire, et ça, M. Mélenchon connaît ça par cœur, que le vêtement des sans-culottes, les fameuses sans-culottes, c'est un vêtement politique. Car à Évidemment. l'époque, ça exprime le peuple contre les aristocrates qui mettent des bas et qui ne mettent pas des pantalons, d'où les sans-culottes. Donc vous voyez, et je pourrais vous donner 10 000 autres exemples en vérité, le vêtement est éminemment politique. Tout le temps et de tous les pays et de toutes les époques. Donc, vous dites aujourd'hui, il faudra un jour se poser la question de ce que l'on tolérera ou non dans l'espace public. Exactement. Le vêtement religieux. Exactement. Vous me permettez, avant qu'on ne se quitte, en rafale, quelques questions plus peut-être personnelles, mais en fait des curiosités, puisqu'on ne s'était jamais rencontrés. Je me souviens de l'affaire des prénoms, non pas celle qui a été instruite par BFM plus récemment, mais quand vous aviez parlé des prénoms français. Et je me suis posé la question en lisant votre livre. Votre grand-mère qui voulait se faire appeler Claire, Qui est appelé Claire. Pas se faire appeler, qui est appelé Claire. mais dont le premier nom était Radda. Oui, Vous le dites. Donc, absolument. mais est-ce qu'il y a un lien entre ce choix d'adhésion chez cette femme, probablement au pacte français, et votre vision de ce qui devait arriver avec les prénoms? Si vous voulez, c'est-à-dire que... si vous voulez. Non, mais je veux dire par là, si vous voulez, pour cibler ma grand-mère, mais c'était tous les gens de ma famille et tous les gens, tous les juifs d'Algérie et au-delà, tous les gens qui venaient de l'étranger. Les Italiens, les Espagnols, les Russes, tous ces gens ont pris des prénoms français et ont donné à leurs enfants des prénoms français. Je reviens sur des considérations plus personnelles. Vous savez maintenant quelque chose sur vous ou sur la France que vous ignoriez avant cette campagne, ces 400 jours? Et prenez le temps d'y penser parce qu'il me semble que vous ne pouvez pas sortir de l'exercice intact Non, vous avez peut-être, raison. mais changer. Ah non, mais vous avez tout à fait raison, on n'en sort pas intact. Et d'ailleurs, on n'en sort pas intact de façon alternative. Je m'explique. Je me suis démontré à moi-même et aux autres que j'étais capable de certaines choses que je n'imaginais pas. Par exemple, être un orateur, comme j'ai démontré à Villepinte, et alors que j'avais une expérience assez lamentable quelques mois auparavant. Donc ça, vous voyez, ça m'a renforcé ma confiance en moi. Et je Vous me suis étiez dit, content ce soir-là. J'étais très content d'être capable de découvrir en moi-même des secrets, des trésors que j'ai pu montrer à tous, et même à moi-même. Si vos parents avaient été présents dans la salle, vous pensez que ça aurait changé quelque chose? J'essaie d'imaginer, compte tenu de la relation forte que vous avez eue. Non, avec... ils auraient été, je crois, très fiers. D'ailleurs, je raconte dans le livre que juste avant de rentrer dans la salle à Villepinte, je pense à eux, parce que justement, je pense qu'ils me regardent. Vous savez, on a ce rapport-là, on a tous ce rapport-là avec nos parents quand ils sont défunts. En revanche, je pense qu'aussi que j'ai découvert plus de fragilité. Je veux dire, ça fragilise en même temps la présidentielle. La boule dans le ventre. Exactement. Je raconte comment, à partir du 24 février, je sens confusément que ça ne va pas, que la campagne est en train de prendre un tour qui va me mettre négative, pardon. Et donc, je sens cette boule au ventre comme ça. Il y a une fragilité aussi. Vous voyez? Vous avez On déjà ressent. été fragile avant?
On est tous non, fragiles. Mais c'est un rôle très différent. C'est-à-dire qu'on n'est pas exposé de la même façon quand on est éditorialiste. Je ne vous fais pas dire. Vous avez raison. Donc on est encore plus fragile. Maintenant, sur la France... Parce que ce n'est pas le registre qu'on vous soupçonne. Bien sûr. On vous a traité de brutal. Oui. On a dit que vous n'aviez pas de cœur. Donc fragile n'est pas la première étiquette à laquelle on penserait. Vous avez raison, mais vous savez, on a voulu psychologiser et personnaliser cette bataille. On veut absolument, je l'explique dans le livre, c'est une des méthodes du système médiatique pour délégitimer ma candidature et mes positions. On a voulu faire de moi un monstre. Oubliant ce que je disais, en disant mais il est monstrueux, il n'a pas de cœur, il est sans cœur, etc. Vous savez, c'était le mot de Giscard d'Estaing à Mitterrand en 1974, au débat. J'ai un cœur et il bat à mon rythme, et vous n'avez pas le monopole du cœur. Ces gens-là n'ont pas le monopole du cœur, mais ils considèrent qu'ils l'ont. Et je veux dire que... Mais c'est très frustrant, parce qu'on ne peut jamais faire la preuve de ce qu'on est autre chose que sa caricature. Vous avez raison. D'autant plus que vous avez raison qu'on vit une époque qui met en exergue en permanence ses émotions, alors que le rôle d'un chef d'État, c'est justement, selon le mot célèbre de Napoléon, d'avoir son cœur dans sa tête. Et il y a là un paradoxe permanent et une opposition permanente qui ne m'est pas propre, qui est le lot de tous les hommes d'État. Je veux dire, le général de Gaulle, aujourd'hui, aurait beaucoup de mal. Et je ne me compare pas au général de Gaulle, vous voyez, mais il aurait beaucoup de mal parce que lui, il était l'incarnation de la règle et de la loi de l'État. Et d'une pudeur extrême aussi. Exactement. Et je ne vous parle pas des grands anciens comme Richelieu ou autres. Ah, mais il n'y avait pas de télé à l'époque. C'est vrai. Je ne suis pas certain que Richelieu aurait réussi dans le loft. Vous avez tout à fait raison. Mais le général de Gaulle non plus. Très certainement. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Apparemment, vous ne l'avez pas dit, Éric Zemmour, parce que je suis certain que vous serez dans le ring en 2027. Vous pouvez me regarder en souriant. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'exercice. Plaisir, pardon. Merci. Avec nous, dans l'équipe, il y avait Marianne Grenon à la recherche et puis Jeanne Croteau qui s'occupe de la réalisation. Merci à tous. Si vous avez apprécié l'émission, s'il vous plaît, dites-le à vos amis.